Bonjour, je vous fais une lecture du premier chapitre, des premières pages de mon livre, publié aux éditions du Lys Bleu et qui raconte une vie sentimentale de 50 ans. Voici donc le tout début du livre et de ma vie. En ce dimanche d'août 1970, je m'apprêtais à sonner à la porte de l'un de ces studios qui parsèment les immeubles parisiens. À Boulogne, où je vivais, j'avais reçu un télégramme au terme glaçant. « Ne viens pas, je t'expliquerai. » Mais j'avais décidé de transgresser cet ordre, même s'il me semblait de mauvais augure. Joël, son bac en poche, avait décidé de s'installer à Paris pour y faire ses études. Moi, j'étais resté à Boulogne où j'exerçais la profession de surveillant, plus connu sous le surnom péjoratif de pion, dans le lycée de Montreuil-sur-Mer que Victor Hugo avait rendu célèbre pour y avoir placé un épisode des Misérables, celui où Jean Valjean devient maire de cette ville pour payer mes études de lettres à la faculté d'Amiens, que je rejoignais soit par le train, soit par ma petite Fiat rouge, alors à la mode. Nous nous retrouvions un week-end sur deux dans le studio de celle-ci. Tout s'était bien passé jusque-là entre nous. C'est pourquoi la sécheresse des quelques mots apposés sur le petit bleu qu'on aurait dû qualifier de noir en certaines occasions m'inspirait une certaine méfiance, pour ne pas dire un mauvais pressentiment. Mon doigt appuya sur le bouton. La porte s'ouvrit. Le visage, d'habitude si gai, tendre, avenant et amoureux de Joël, était ce jour-là fermé comme tendu par une toile de cristaux et sinistre. Même sa voix, quand elle se fit entendre, répandait un bruit de métal comme le couperait d'une guillotine. Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce qui se passe? La sentence tomba, comme le couperait, s'il faut reprendre la comparaison. C'est fini. 3 mots radicaux, impitoyables. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est terminé entre nous. Aucun bruit n'aurait pu rivaliser avec le cri silencieux que je poussais. Mais par une sorte de pitié, de remords, elle me laissa entrer dans ce nid qui avait abrité nos étreintes et les souvenirs heureux qui surgiraient dans quelques années, un verre à la main, entourés de nos enfants déjà grands, dont nous avions déjà choisi les prénoms comme dans les bancs publics de Brassens. De ce même ton métallique qu'elle avait employé dès le début, elle m'expliqua qu'elle avait rencontré un homme plus âgé, plus mûr et plus ambitieux. Un futur énarque, quoi. Elle annonçait cela comme on annonce qu'il fait beau ou que le prix de la baguette a augmenté, sans aucune délicatesse, brute de brute. Mes souffrances ne l'intéressaient pas. Oh, moi, c'est vrai, je ne visais pas si haut un poste d'instituteur ou de professeur d'histoire, pas de quoi lui payer un collier de diamants comme aurait sans doute pu le faire l'amant providentiel, rien moins qu'un futur ambassadeur au Pérou dont il était originaire. Elle était fière de Vasquez, qui a 30 ans, titulaire d'une maîtrise en droit.
Parlait couramment l'espagnol, le portugais, l'anglais, l'allemand et même le chinois. Et le français, évidemment. Il fréquentait des personnalités du monde politique de la France, certains en devenir, d'autres déjà connus et bien implantés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Quand elle parlait de lui, sa voix perdait de son éclat métallique pour se teinter d'une sonorité soyeuse et admirative. Les parents de Joël étaient de grands bourgeois honorés par la mairie de Boulogne. Le père s'occupait des affaires maritimes de Boulogne-sur-Mer. Joël, élevé dans ce milieu huppé, croisant Vasquez, rêvait du bal de l'ambassadeur à la Marie-France Pizier. Un bal où elle régnerait, éblouissante, sous une robe de Chanel et le cou orné de sa rivière de diamants. Ce n'est certes pas moi, fils de mécanicien, qui serais capable de réaliser ce rêve de noblesse. Je me revois ce jour-là larmoyant, pitoyable, devant elle comme un gosse qui réclame son joujou escamoté par ses parents, l'implorant de revenir vers moi. J'avais un tort impardonnable, je l'aimais. En ce milieu du XXe siècle, l'amour n'existe plus, sauf si on le fait. Expression désuète, digne d'un romantisme à la Chateaubriand. Bien ancré dans cette mouvance, j'aurais donné ma vie pour elle. Cette brusque déchirure prenait une apparence d'écartèlement. Elle m'arrachait quelque chose. Ceux qui déchirent n'ont pas conscience de la douleur qu'ils créent. À l'époque de sa parution, on s'était étonné qu'un homme délabré chante « Ne me quitte pas » à celle qui s'éloignait. Et cet hymne de Brel était basé, comme on le précise dans les documentaires, sur des faits réels. Elle reflétait donc une réalité. Mais c'était humiliant et déshonorant. Un homme souffrant d'une rupture ne pleure pas, ne s'humilie pas, il gifle pour exhiber son honneur et sa virilité. Joël avait horreur de ces larmoines. En effet, elle eût préféré que sa joue essuie une gifle plutôt que les perles de pluie de son ex-amant. Elle accepta par pitié, par charité chrétienne. Elle qui se targuait d'avoir lu les évangiles avec le même entrain que l'on dévore les 5 tomes des Misérables, de me faire cuire un steak. Ultime sacrifice tribal. Je mangeais non par une quelconque et méprisante faim, mais par habitude, pour rester le plus longtemps possible, sachant que je ne la reverrai pas. Que je ne la reverrai plus. Dans ses rêves, peut-être. La nuit était tombée quand je m'engouffrais dans le métro, qui avait tout du carrosse, quand elle s'y trouvait serrée tout contre moi, écrivant sur un petit carnet les consignes de bienséance qu'elle me demandait de suivre quand je prenais les transports en commun. En réalité, ce carrosse n'était rien d'autre qu'un tas de ferraille, même pas la fameuse citrouille de Cendrillon, quand on lui avait ôté ses ornements féeriques. Mais je prenais alors ces consignes pour un amusement d'adolescent. Eh bien, j'avais tort. Ce cahier révélait en fait le désir de Joël d'exhiber un autoritarisme bourgeois, privé de toute idée de réponse qui fleurirait encore 30 ans plus tard. Parce que cette rupture, que d'aucuns trouvent trop simple et trop ordinaire pour faire le sujet d'un roman, même et surtout biographique, si,
en 1970 s'avérait peu intéressante, allait connaître un rebondissement inattendu 40 ans plus tard, lorsque les réseaux sociaux régneraient en maîtres sur la planète.